Du coup, après cette présentation du fonctionnement de l'UE, pour un petit peu plus rentrer dans le sujet, déjà par rapport à ce qu'on a dit au départ, on tenait à préciser que certes, on parle beaucoup de l'abstention des jeunes, mais on voit aussi qu'il y a énormément de jeunes qui s'engagent, que ce soit du côté société civile, que même sur des listes de tous les partis. Donc ça reste important, je pense, à rappeler. Et dans notre soirée de conférence, en tout cas, c'est un petit peu de se dire pourquoi on doit aller voter finalement le 9 juin. Et nous, Climate, donc on est une asso climat, donc en quoi les élections européennes sont importantes et en quoi le Parlement peut être décisif sur ces questions-là. Du coup, pour cette session, je suis avec Mathis, qui est chargé de campagne climat pour Chili. Est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots, te présenter et ce que tu fais techniquement? Parce que peut-être pour certains, ça paraît un peu abstrait. Oui. Enchantée, donc je m'appelle Mathis et moi du coup je fais de la stratégie de campagne sur des grosses campagnes climat, principalement sur le sujet de l'industrie fossile, de la pétrochimie et de l'agrobusiness. Et donc en fait, en partie on fait le contre-lobbying, en partie au Parlement européen, pour essayer de faire valoir les intérêts des associations, des citoyens, de la science. Donc ça se rapproche très fortement pour moi d'un travail de lobbying écologique globalement. J'ai beaucoup travaillé au Parlement européen, d'où je pense cette invitation, donc merci d'être là. Et Chili, du coup, on a une organisation, on fait de la recherche du coup sur les stratégies de campagne, sur les acteurs de ces industries-là. Donc on va organiser des campagnes sur les banques qui financent l'industrie fossile, les assurances, les gestionnaires d'actifs, mais on va aussi faire des campagnes sur les députés et donc entre autres à l'échelle européenne. Donc voilà. Et donc voilà, Chili, c'est là où je travaille. Et est-ce qu'à ce sujet, tu pourrais nous en dire plus sur pourquoi vous avez choisi l'échelon européen? Est-ce que c'est un échelon où tu penses qu'on a plus de marge de manœuvre qu'au niveau national ou au contraire, concernant ce qu'on voyait après les différentes répartitions? Ouais, alors on ne travaille pas qu'à l'échelle européenne, mais je suis convaincue de ça, donc je vais l'argumenter avec plaisir. Donc en fait, je pense que ce qui est important, c'est de se dire que en fait, les prochaines élections, on ne va pas seulement définir les régulations environnementales européennes, mais on va définir les régulations environnementales nationales. Pourquoi ? Parce qu'en fait, 80% des régulations nationales découlent du coup des directives européennes. Donc ça veut dire que globalement, l'UE, elle donne la tonalité en termes de réglementation environnementale et les États membres se mettent au diapason des régulations de environnementales. Donc vraiment, particulièrement sur le sujet écologique, l'UE a un rôle hyper omniprésent. Et puis là, ce mandat-là particulièrement, donc le mandat qui vient de s'écouler, il y a eu le pacte vert, donc peut-être que je peux revenir un peu là-dessus et en quoi est-ce que c'est représentatif de l'importance de l'échelle européenne. Donc le pacte vert, c'est littéralement le programme le plus ambitieux qui a jamais été implémenté à l'échelle d'un continent. Donc il vise à atteindre la neutralité carbone en 2050 pour le continent européen. Et il y a eu des votes vraiment cruciaux pendant ce mandat-là qui sont passés, sans rentrer dans des technicités, mais globalement 55% de réduction des gaz à effet de serre d'ici à 2030, l'interdiction de la vente des voitures à moteur neuf thermique d'ici 2035, 40% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique d'ici à 2030. Tout ça, c'est vraiment des régulations qui donnent la tonalité de réglementation environnementale pour le reste des États membres et c'est une vraie victoire. Et ce pacte vert, il est en danger parce qu'il y a une vague conservatrice en fait aujourd'hui dans les États membres de l'Union européenne qui considèrent que le pacte vert en fait c'est une menace pour les États membres parce que c'est trop de réglementation, parce que c'est trop technocratique. J'ai vu que tout à l'heure il y a quelqu'un qui mettait technocratique et c'est vrai que c'est une des reproches qu'on fait beaucoup à l'Union européenne. Et donc ça, c'est pour le contexte. D'ailleurs, le pacte vert, c'est intéressant, mais c'est vraiment une initiative qui est née de la mobilisation des jeunes. C'est-à-dire qu'en 2019, il y a des centaines de milliers de jeunes qui sont dans la rue. On a Fridays for Future, il y a Greta Thunberg qui émerge, il y a Luisa Neubauer en Allemagne, il y a Camille Etienne en France, etc. Et il y a vraiment des centaines de milliers de jeunes qui sont dans la rue. En découle une couverture médiatique ultra importante et donc la composition du Parlement avec une surreprésentation des Verts
les Verts en France, ils étaient à 8% le vendredi. Le lundi, il y a le vote et ils font 14%. Et donc, c'est quand même dingue ce qui s'est passé. Ça n'arrive pas, ça, dans des sondages globalement. Et c'est vraiment la mobilisation des jeunes qui a changé la composition parlementaire et qui en a découlé du coup le pacte vert. Et je trouve que c'est hyper fort et c'est un narratif qu'on redit plus parce que ce narratif climat en 2019, il marchait et maintenant il marche plus parce que pour plein de raisons, mais des crises sociales, des crises humanitaires, la guerre à nos frontières, tout ça, ça fait que le narratif juste climat, il marche plus. Mais donc voilà, je voulais remettre un peu ce narratif des jeunes au cœur parce que c'est dingue en vrai ce qui s'est passé en 2019. Et pourquoi est-ce que l'échelle européenne, du coup, c'est crucial ? Je pense que je vous apprends rien. Globalement, une molécule de CO2, il n'y a pas de frontières. Donc évidemment que c'est un problème où on se doit de le traiter de manière internationaliste. Et donc en fait, on est interdépendants les uns des autres par définition. Et donc pour moi, à partir de ce moment-là, toute solution qui vise à un certain repli de souveraineté identitaire nationaliste, ça ne fonctionne pas. C'est pas la solution. C'est la tragédie des communs, c'est l'action collective, c'est le dérèglement climatique. Si tu es tout seul dans ton coin à le traiter, à faire passer tes petites régulations, ça ne marchera pas. Pourquoi ? Parce que si tu agis seul et que l'ensemble de la communauté bénéficie des actions de ton engagement, toi, tu n'as aucun intérêt à le faire, quoi. Donc, cette échelle européenne, pour moi, elle permet en fait de penser l'ambition en termes écologiques. Alors après, oui, on est à une tragédie des communs versus l'Asie, versus l'Afrique, versus les États-Unis. Mais ça nous fait quand même un socle où on peut se dire que l'UE, elle donne le ton, ce qu'elle a toujours fait. Et donc, pour moi, l'échelle européenne, particulièrement sur le sujet du dérèglement climatique, je comprends qu'il y ait des sujets qui devraient être moins régulés, tout ça, mais vraiment particulièrement sur le sujet du dérèglement climatique. Si une banque en France, là, pour revenir du coup à ce que moi je fais, si on régule les banques en France en leur disant à partir de maintenant, vous investissez plus dans l'énergie fossile, ils vont aller chercher des banques allemandes, ils vont aller chercher des banques espagnoles, des banques hollandaises. Ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc, si on n'a pas une régulation à l'échelle européenne, typiquement sur l'expansion fossile, et ça, c'est vraiment mon quotidien, ça n'a pas de sens, en fait. Ça n'a pas de sens parce qu'il n'y a aucune incitation à le faire tout seul dans son coin. Et donc, moi, je pense que face à ce sujet écologique, l'Europe, c'est clairement notre arme. Je pense que si vous êtes là, sûrement que vous êtes un peu d'accord. Et donc, voilà. Vraiment sur le sujet de l'industrie fossile, typiquement un traité de non-prolifération des énergies fossiles, une réglementation sur les investissements des banques, des assurances, des gestionnaires d'actifs en Europe. Voilà, ça serait un message très fort sur le marché. Donc oui, ça voudrait dire que typiquement Total Energy se retire d'une pipeline en Ouganda à tout hasard. Mais ça voudrait dire que potentiellement il y a d'autres investisseurs qui viennent, mais le signal sur le marché est tellement fort que ça veut quand même vraiment dire quelque chose. Et je pense qu'on oublie souvent que l'Europe, c'est un marché de 500 millions de consommateurs qui ont un niveau de vie élevé. Ça a de la valeur, ça. Et en fait, on a cette force aussi de pouvoir sur le marché, de par le fait qu'on peut donner une certaine tonalité, je pense, écologique. C'est une longue réponse. Non mais merci, au moins c'est très complet. C'est vrai qu'à titre personnel, juste pour nous resituer, que ce soit les Jack ou Climate, on est très focus sur les politiques internationales. On a des délégations qui vont au COP, dans la COP 28 l'année dernière. Et c'est vrai qu'on a pu aussi se rendre compte du poids que pouvait avoir l'UE dans ces salles-là. Là, nous, on a un projet, c'est un peu l'instant promo, mais sur les océans à Climate. Et on voit à quel point l'Europe, en donnant le feu vert pour ratifier l'accord BBNJ, donc pour créer des aires marines protégées hors des juridictions d'État, envoie aussi un signal fort parce que c'est 28 votes, donc en comptant celui de l'UE qui s'ajouterait à que 3-4 pays qui avaient déjà ratifié. Donc on est tout à fait convaincus de cela. Et je reviendrai sur, justement, tu parlais beaucoup des industries fossiles, évidemment. Toi, à titre personnel, dans ton travail ou quoi, quelles ont été les stratégies que tu as pu voir être mises en place, même vis-à-vis de la commission? Il y a énormément de dossiers là-dessus en ce moment, sur les liens que peuvent entretenir donc, les lobbies et être même au sein des institutions. Et c'est parfois un reproche qui est fait à l'UE de certaines personnes qui ne vont pas voter, qui n'y croient plus. Qu'est-ce que tu as pu voir ? Oui, du coup, nous, c'est vraiment, on dénonce le lobbying de l'autre côté. Donc, c'est vraiment un sujet qu'on a touché.
Alors, déjà, juste pour remettre les ordres de grandeur, donc il y a 50 000 lobbyistes par an qui passent à Bruxelles. Et ça, c'est que ceux qui sont écrits sur les registres. Moi, je suis souvent à Bruxelles et à Strasbourg, je ne me suis jamais inscrite sur ce registre. Donc, globalement, 50 000, c'est plutôt assez conservateur en termes d'ordre de grandeur. 50 000 personnes, c'est 12 500 associations, organisations qui viennent et qui viennent défendre leurs intérêts. Donc là-dessus, il y a à peu près 20% qui sont des ONG, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas des intérêts privés. Donc c'est quand même largement minoritaire. Et aussi, donc ça, c'est vraiment en termes d'ordre de grandeur sur le lobbying. Après, je pense que c'est aussi important de dire le lobbying, à la base, c'est sain. Pourquoi ? Parce que on a quand même 720 parlementaires qui sont censés légiférer absolument tous les angles de notre vie. Donc, ils doivent légiférer l'agriculture, les droits sociaux, les droits des travailleurs, les entreprises, les régulations sur les technologies de capture carbone, etc. Il y a une telle panoplie en fait, de sujets auxquels ils vont traiter à la journée que le lobbying, c'est un peu leur connexion à l'économie réelle. C'est-à-dire que les entreprises peuvent venir et dire « Ah ben, excuse-moi, mais ça, tu n'as pas bien compris. Si tu fais passer cette régulation, ça veut dire ça, ça, ça. Ça veut dire ça pour mes emplois, ça veut dire ça pour mon industrie. » Donc, à la base, c'est sain. Et le lobbying, c'était plus une connexion à la nécessité économique. C'est juste qu'il est si peu régulé dans l'état actuel des choses au Parlement que ça a dégénéré, en fait, la situation du lobbying au Parlement à Bruxelles. Et donc, donc voilà. Après aussi, un autre gros sujet, c'est les portes tournantes. Donc en fait, c'est-à-dire que 50%, donc ça c'est Transparency EU, c'est les chiffres de EU Transparency, 50% des commissaires de l'Union européenne vont finir dans le lobbying et 30% des députés européens vont finir dans le lobbying à un moment après leur mandat. Pourquoi ? Parce qu'ils connaissent bien les institutions, qu'ils ont les connexions et que donc du coup ça a énormément de valeur pour les entreprises privées. Voilà, ça rapporte. Donc ça aussi, c'est un vrai sujet. Je pense qu'il y a une régulation sur les portes tournantes qui devrait être amenée vraiment en discussion. C'est pas normal, il y a clairement un conflit d'intérêts. C'est pas normal qu'une fois que tu as été député, tu puisses rejoindre le lobbying de Total Energy. Tu connais, tu as les contacts, potentiellement ton groupe a été réélu. Enfin, il y a un conflit hyper frontal. Donc pour moi, la régulation du conflit d'intérêts, elle est nécessaire aussi si on veut une repolitisation en fait, à l'échelle européenne. C'est normal. En fait, avec ces chiffres-là, pour moi, ils sont tellement choquants que je comprends en fait que les gens ne votent pas aux européennes, quoi. Ouais, pardon. Est-ce que c'est une situation comparable à des choses qu'on voit en France ou dans les pays européens où il y a un système de régulation qui a été établi à l'échelle nationale et qui n'existe pas à l'échelle européenne ? Ouais, c'est une bonne question. C'est plutôt mieux régulé en France. Mais c'est aussi moins visible. Typiquement, il y a eu les auditions de Total Energy sur les bombes climatiques au Sénat. Et il y a le mec qui s'occupe du coup de tout ce registre des conflits d'intérêts et des portes tournantes sur Total Energy. Et pour écouter les auditions, et on t'explique que globalement, il ne devrait pas y avoir trop de conflits d'intérêts, mais quand tu regardes bien, il y en a. C'est-à-dire que la directrice de la communication et des relations publiques, en fait, c'est elle est ex-cadre de chez Total. Il y a une vingtaine de portes tournantes assez évidentes entre Total et le gouvernement français. Donc je ne te dirais pas qu'il n'y en a pas à l'échelle nationale, mais à l'échelle européenne, en tout cas, elles sont plus tangibles. Et en tout cas, les conflits d'intérêts avec le Parlement français, je dirais qu'ils sont moins visibles. Enfin, en tout cas, nous, on les confronte moins, en tout cas, sur nos plaidoyers à l'échelle nationale. Et ouais, donc le lobbying, c'est un vrai sujet. Et oui, pardon, ta question, donc sur les techniques des lobbying. Moi, j'ai bossé sur une régulation qui c'était sur le plastique. Donc le plastique, c'est fait à base d'extraction fossile, donc c'est du pétrole, le plastique. Et le plastique, c'est du pétrole. Et donc, du coup, l'industrie fossile qui voit bien qu'on commence un peu à réguler tout ce qui est voitures thermiques, etc., leur plan B, c'est le plastique. Donc, 50% de la demande en énergie fossile en 2050, elle viendra de la production d'éthylène, donc de plastique. Donc, l'industrie fossile, ils ont tout donné sur la régulation sur les emballages à usage unique. Vraiment, ils étaient déchaînés. Et d'ailleurs, le président de la commission environnement, qui s'appelle Pascal Canfin, qui n'est pas non plus vraiment le mec qui prend beaucoup d'initiatives pour dénoncer ce genre de choses, a fait une tribune pour dire « Je n'ai jamais vu un lobbying aussi agressif, vous empêchez les députés de faire leur taf, arrêtez, c'est pas possible, en fait, vous polluez tout le processus démocratique. » Le président de la Commission européenne, donc, en fait, c'est ultra choquant. Et donc, en gros, le sujet, c'était que donc, on voulait réduire les emballages à usage unique, qui d'ailleurs ont été votés à la dernière plénière la semaine dernière, donc trop bien. Donc, c'était les emballages en plastique et les emballages en papier. Donc, sur les emballages en plastique, c'était Dunkin' Donuts, Pizza Hut,
des trucs comme ça. Enfin, c'était vraiment le fast-food. Et c'était McDonald's qui, en gros, essayait de dire, en tout cas, il n'y a pas de solution miracle. Voilà, les emballages en papier, c'est beaucoup mieux que le plastique, parce qu'ils essayaient de défendre leur modèle à eux. Bref, je me perds un peu. Mais en gros, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait sortir une fausse étude avec des faux data, avec un faux cabinet de conseil. Et ensuite, ils l'ont distribué à tous les parlementaires. Et ensuite, ils l'ont affiché dans tous les métros de Bruxelles et de Strasbourg. Genre, tu allais dans le métro et tu pouvais voir l'étude qui était publiée par un cabinet de conseil qui s'appelait Kearney. Et ils avaient publié l'étude, mais genre vraiment partout. Et enfin, nous, on était démunis. Je veux dire, on a un 50e de leur budget. Et vraiment, là, je suis pareil, encore hyper conservative. Et on n'a pas leur budget. Et eux, ils font des fausses études avec des faux data. Et après, il y avait des académiques qui disaient, mais les gars, juste, moi, je suis pas engagée à la base. Mais vous pouvez pas appeler ça une étude. Enfin, c'est impossible. Il n'y avait pas de data. Tu pouvais rien chercher. Donc ça, c'est typiquement tu produis du savoir qui n'existe pas, tu le distribues à l'Assemblée et c'est comme ça que tu contrebalances la science. Et ça, le gros sujet, c'est qu'ils voient tellement de sujets passer, les députés, que en fait, ils peuvent plus différencier le vrai du faux. C'est-à-dire que quand tu as quelqu'un qui veut déjeuner avec toi 3 fois, 5 fois, 10 fois, qui t'invite à des conférences, qui te fait venir des chercheurs en carton, qui te dit qu'en fait, bah non, vraiment, l'emballage en papier, ça déforeste pas du tout. Bah en fait, à un moment, tu n'as pas le temps de faire l'arbitrage parce qu'il n'y a pas une espèce de ligne éthique qui va te dire toujours ça, c'est scientifique, ça l'est pas. Il y a juste trop de désinformation, en fait. Et du coup, pour continuer juste là-dessus, un autre gros obstacle à nos campagnes, donc le premier, c'est clairement l'état actuel structurel du lobbying, mais le deuxième, c'est vraiment la désinformation. C'est catastrophique, c'est-à-dire que nous, on a sur la loi restauration de la nature, là je peux prendre un autre exemple, on avait 6000 scientifiques qui étaient avec nous, qui publiaient des tribunes dans tous les sens en disant les gars, on n'a pas le choix. Genre, si vous ne restaurez pas 20% des écosystèmes, dans 15 ans, c'est même les entreprises qui typiquement fournissent des matériaux à base de bois qui ne pourront plus le faire. Les agriculteurs, on est en train de perdre 50% de la rentabilité de nos agriculteurs. Vous ne pouvez pas faire autrement que cette loi de restauration de la nature. Et là, il y avait un lobbying de dingue de la FNSEA, qui est donc du coup le gros lobby qui protège les agro-business, donc vraiment les énormes, les multinationales de l'agro-business. Et c'était, honnêtement, c'était dingue, quoi. Et on ne pouvait rien faire, c'est-à-dire que la science n'a plus son mot à dire. On avait 6000 scientifiques avec nous qui signaient tribune sur tribune, et ça ne jouait pas dans la balance de pouvoir. Et donc, c'est hyper choquant. Alors là, du coup, sur la loi restauration de la nature, ce qu'on a fait, nous, c'est que du coup, mon taf, c'est aussi toujours d'aller chercher un peu des alliances inattendues. Donc on s'est dit, ok, qui est de droite et écolo et veut bien protéger un peu la nature? Et c'est les chasseurs. Donc là, on a fait une alliance avec les chasseurs qui ont fait une tribune et qui ont dit, ok, nous, on est chaud que vous protégiez la forêt parce qu'on veut continuer à tuer des cerfs. Et donc du coup, on a fait basculer comme ça et on a eu genre 2% de la droite, en partie grâce à la tribune des chasseurs. Et c'est comme ça que la loi à la restauration de la nature, elle est passée à 51%. Donc c'est vraiment rien. Et ça aussi, et je pense peut-être c'est encore un autre obstacle là, évidemment à notre action, mais on n'a pas assez d'alliés au Parlement en fait. Simplement, un obstacle à ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas assez d'alliés au Parlement. La loi restauration de la nature, c'est la transcription de la COP 15, donc de la COP de la biodiversité, donc c'est l'ONU, dans la régulation européenne. Donc on n'est pas en train de prendre non plus des initiatives de dingue. Je veux dire, on transfère les accords de Paris, la COP 15, c'est voté à 51%, ça se joue à 1%. Donc là, je veux dire, avec la montée de l'extrême droite, la désinformation, en veux-tu, en voilà, on va perdre toutes ces victoires. On a voté le net zéro en 2050, on l'a voté à 57%, ça se joue à rien. Les mesures contraignantes d'efficacité énergétique, c'est la base. Pareil, 51%, je veux dire, tout se joue de justesse. Et la composition du Parlement, c'est ça a de l'impact. Ça a de l'impact et ça se joue de justesse et il faut aller voter parce que là, les victoires, on s'est battus comme des dingues, on les perd une à une, ils sont en train de détricoter toutes ces victoires. Et alors, ça paraît toujours un peu manichéen, mais il y a clairement une division droite-gauche sur le vote écologique. Et ici, je ne suis pas venue du tout faire de la politique terrienne, mais il y a vraiment, sur l'échiquier politique, il n'y a absolument aucune exception. Il y a Renew au milieu qui parfois est un peu, ils font un peu oui, un peu non. Mais dans l'idée, toute la droite vote contre l'écologie et ils le font très fièrement. Je veux dire, Bardella aujourd'hui, il a quand même dit que le pacte vert, donc le Green Deal, c'est la plus grosse menace au-dessus de la France. C'est sa campagne aujourd'hui. Il dit on a 2 grosses menaces, le pacte migratoire qui est beaucoup trop laxiste et le pacte vert. Le pacte vert qui en gros est en train de détruire nos classes populaires. Et ça, c'est leur gros discours
c'est de dire on ne peut pas faire de l'écologie sociale en fait. Ça, c'est, voilà, le RN aujourd'hui, c'est le gros sujet. Vous me dites si je parle trop, mais c'est de dire on ne peut pas faire d'écologie sociale. Et c'est faux, parce que donc ils votent contre les énergies renouvelables, ils votent contre l'efficacité énergétique, ils votent contre la restauration de la nature, ils votent contre l'embargo russe sur le gaz russe, ils votent contre les lois sur le devoir de vigilance, donc ils votent contre le climat, sans surprise. Mais la réalité, c'est qu'ils votent aussi contre toutes les mesures qui peuvent faire de l'écologie sociale. Ils votent contre le Fonds social européen, qui permet de faire de la rénovation thermique pour les plus vulnérables. Ils votent contre la taxation sur les super profits des multinationales fossiles. Ils votent contre quoi d'autre, je sais pas, en tout cas, les mesures d'écologie sociale, ils votent contre. Et la réalité, c'est pas qu'ils sont contre le climat, c'est qu'ils sont contre la justice climatique. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de dire, c'est que c'est pas eux les champions des classes populaires, c'est pas vrai, c'est juste factuellement faux. Et les classes populaires, elles ont tout à perdre parce que non seulement elles vont être touchées de plein fouet par les conséquences du dérèglement climatique, parce que c'est là où ça coûte moins cher d'aller, parce que c'est plus à risque. En plus, elles vont en payer les coûts. Et en plus de ça, on va devoir décarboner de manière subie au lieu de choisie. Aujourd'hui, on peut planifier le truc. Donc, voilà. Et juste pour finir, et après comme ça on pourra prendre des questions, comme tu disais, donc ça craint pour l'avenir, mais est-ce que justement avoir un Parlement avec la montée de l'extrême droite et un groupe à droite et conservateur qui serait plus important que le mandat précédent, est-ce qu'on pourrait revenir donc sur les textes? Comment ça se passe? Les textes qui ont déjà été votés? Ah ben ça, c'est une hyper bonne question. Le budget, du coup, pour le pacte vert a été voté jusqu'en 2026. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont revoter le budget. Okay. Et il faudrait, en moyenne, ce qu'on estime, c'est 300 milliards de plus pour aboutir les objectifs. Et là, ils sont en train, justement, de faire en sorte qu'il n'y ait absolument plus aucun argent qui soit alloué au pacte vert. Donc, ce qui a été voté n'est pas garanti, non. Et ils peuvent revenir, typiquement, ils peuvent revenir amoindrir ensuite des régulations. Revenir dessus en disant, ça ne nous va plus. Ok, il y avait des questions. Ouais. Comment est-ce que vous expliquez le positionnement du Rassemblement national, du coup? Parce que d'un côté, ils ont un discours qui se veut plutôt social d'un point de vue économique, et de l'autre, ils votent contre des mesures sociales lorsqu'elles sont teintées d'écologie, lorsqu'elles ne le sont pas forcément. Déjà, 48% des identitaires, ils ne croient pas que le réchauffement climatique est d'origine humaine. Donc de là, en fait, électoralement, ça n'a pas de sens pour eux de croire à l'écologie. Sur la question de pourquoi l'écologie sociale, ils n'y croient pas, moi je ne pense pas que Jordan Bardella ne croit pas au réchauffement climatique. Enfin, je veux dire, je pense qu'il sait très bien, c'est un mec très intelligent. Genre, non, mais je pense qu'il y croit. Je pense que c'est pas son... Enfin, je ne sais même pas pourquoi je donne mon avis là-dessus, mais en tout cas, je n'avais pas prévu. Non, mais pour répondre à ta question, c'est même à l'échelle nationale, le Rassemblement national, aujourd'hui, c'est un mythe qu'on s'est fait que le Rassemblement national protégeait les classes populaires, mais ce n'est pas vrai. Ils ont voté contre qu'on remette l'ISF, ils ont voté contre... Enfin, je veux dire, il y a tellement de mesures... En fait, maintenant, le Rassemblement national, ils servent quand même... En tout cas, de ce que je vois au Parlement européen et au Parlement français, si on regarde les régulations une à une et les votes, c'est aussi l'intérêt des grands patrons. Enfin, c'est le Rassemblement national purement classe populaire. On est pour un protectionnisme toujours sur qu'est-ce qui est le mieux pour mes citoyens. Enfin, c'est plus réel quand tu regardes ce qu'ils votent, en fait. C'est eux... Ouais. C'est leur discours. Oui, c'est leur discours, mais c'est parce que les gens ne s'informent pas. Enfin, c'est trop technique et il y a une désinformation. Leur intérêt derrière, pour continuer ce décalage entre discours et réalité électorale, c'est aller chercher les grands patrons. Franchement, je ne suis pas spécialiste de l'extrême droite du tout, mais en tout cas, il suffit de... Les médias, par exemple, typiquement, ils font de l'immigration, voilà, c'est surreprésenté, en tout cas par rapport à d'autres sujets qui sont des crises plus imminentes. Après, tu peux te demander qui finance les médias. Voilà, 80% des médias, c'est des financements privés qui viennent, voilà, vous savez, ils sont concentrés dans les mains des mêmes. Et donc, il y a un contrôle médiatique là-dessus. Moi, je ne me prononce pas, je regarde juste les votes et ça, c'est mon taf. Et ce que je sais, c'est que j'ai pas envie de porter une analyse sur pourquoi est-ce que le RN vote contre des mesures sociales, mais de facto, ce que je peux vous dire, c'est que quand on regarde vote à vote ce qu'ils votent, ils ne sont pas du tout, toujours en faveur des classes moyennes et des classes précaires. Et c'est juste qu'il y a une désinformation massive et que c'est trop compliqué d'aller regarder quel groupe vote quoi sur quelle régulation, en fait. Et voilà. Du coup, si à l'issue de ces élections, il y a une majorité qui est du coup contre l'environnement et de droite, peu importe, est-ce que le lobbyisme d'assaut écologique, ça peut avoir quand même un impact ou ce sera mort?
Bah là, en gros, tout notre lobbying, il est basé sur Renew. Donc, c'est-à-dire que Renew, ils ont... c'est le groupe d'Emmanuel Macron, Renew. Donc, c'est Renaissance. Donc, il y a une aile gauche et une aile droite dans l'idée. Donc, ils vont se diviser sur des textes. Ils se sont divisés sur la restauration de la nature. Ils se sont divisés sur d'autres textes sur le climat. Donc, pour l'instant, c'est eux qui font basculer les choses en notre faveur. D'où notre intérêt aussi à être entendable. Et donc, c'est important qu'il y ait des groupes ultra-radicaux qui ouvrent ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton, donc le fait qu'on puisse aller chercher plus loin dans le débat public. Mais nous, on doit être entendable aussi parce que ceux qui vont faire la balance, c'est, entre guillemets, l'aile gauche de la majorité dans la plupart des textes sur lesquels on travaille. Donc, en fait, juste, on va déplacer le curseur. Et donc, du coup, on aura moins de députés de la majorité qui pourront basculer avec nous. Et donc, oui, ça fera complètement la différence. Quand à 51%, avec une division de la majorité, on vote la restauration de la nature, qui n'est rien d'autre que l'application des accords de Paris, qui n'est rien d'autre qu'un cadre de survie pour l'humanité, enfin, c'est chaud. Ouais, deux petites questions. La première, est-ce que là, du coup, sur la liste de Renaissance, on a toujours un peu ce truc entre l'aile gauche et l'aile droite pour les européennes, ou alors il y a vraiment une droitisation aussi de leur liste? Et la deuxième question, tu parlais tout à l'heure justement de conflit d'intérêts, de si on a été élu au Parlement européen. Dans ce cas-là, derrière, c'est un peu compliqué dans le lobbying ou quoi que ce soit. Alors, tu n'es pas en tant que candidate aujourd'hui, mais tu es candidate aux élections européennes. Si demain tu es élue, est-ce que du coup, tu ne retourneras pas dans le monde du lobbying derrière? C'est un peu pour faire l'avocat du diable. Ouais, non, mais t'as raison. C'est un argument qu'eux vont contrebalancer de pourquoi les activistes climat, ils ont le droit et pas nous, quoi. Ouais. En vrai, c'est une bonne question que je me suis pas vraiment posée, tu vois. Je pense que c'est une bonne question. C'est une bonne question. Je pense que tu peux toujours retourner la question. Est-ce qu'après, tu peux retourner bosser dans une association? Ou alors, tu fais de la recherche, tu essayes de t'éloigner de... En fait, ce qui me paraît juste pour moi, c'est de ne pas utiliser les relations et les connaissances de ton mandat pour aller servir les intérêts ensuite après, tu vois. Donc, je pense que c'est aussi comment tu le vois. Et puis la première question sur la droitisation de Renew, encore là, je me sens un peu mal de faire une lecture politique du truc parce que c'est pas mes sujets vraiment, tu vois, genre la lecture vraiment de manière hyper partisane, qui vote quoi, qui se droitise. Il y a une droitisation du Parlement et c'est pas seulement à l'échelle française. Je veux dire, c'est dans tous les États membres. Mais sur le groupe Renew en question, globalement, il y a toujours eu un peu quand même un centre droit plus prenant qu'un centre gauche, mais dans l'idée, c'est quand même leur centre progressiste écolo qui fait la bascule, quoi. Désolée, c'est pas... Merci pour... C'était bien. J'aime bien comment tu parles. Merci pour ça. C'est plus une remarque par rapport à ce que tu viens de dire sur, du coup, là, tu es dans le lobby, est-ce que tu passerais la frontière? Je pense que c'est pas vraiment... Enfin, c'est bien qu'il y ait des gens qui savent de quoi ils parlent, qui savent de quoi on parle et qui peuvent faire un bon travail, comme tu l'as dit tout à l'heure. Le lobby, fondamentalement, c'est important. Je pense que le problème derrière, c'est la dérégulation complète des salaires. Enfin, aujourd'hui, les salaires, c'est astronomique. Tu achètes des gens, tant les lobbyistes eux-mêmes, qui vont parfois faire des choses contre leurs propres principes, tant après les élus. Donc je pense que c'est pas vraiment je connaissais en anglais de reversing doors. Ouais, c'est ça. Les portes tournantes. Les portes tournantes. Je pense que c'est pas tant ça le problème. C'est vraiment la dérégulation derrière du lobby qui prend des ampleurs complètement insensées. Et du coup, ça m'amène à une question. Est-ce qu'il y a un observatoire ou quelque chose de peut-être plus d'institutionnel pour réguler ces lobbies derrière au niveau européen? Ursula, quand elle a pris son mandat, elle a demandé à ce qu'il y ait une commission éthique, en gros, qui check l'indépendance et les conflits d'intérêts. Et malheureusement, elle n'a pas eu le temps. Donc, pas vraiment. Donc, tu as certaines régulations, évidemment. Mais en fait, le vrai sujet aussi, c'est qu'il y a tellement de choses que tu ne vois pas. Je veux dire, aujourd'hui, tu invites à déjeuner un parlementaire en face du Parlement, c'est pas rentré dans le registre. Donc, tu as beau légiférer autant que tu veux ton registre, il y a... En fait, pour moi, on n'a pas... En fait, pour résumer ce que je pense, c'est que
on n'a pas de problème scientifique. Je veux dire, la science, on la connaît. On n'a pas de problème technique. La technique sur les solutions, on les connaît. On n'a pas de problème financier. L'argent, quand il faut le trouver, on sait le trouver. On a un problème de justice. Et ce problème de justice, il naît du fait qu'il y a des très puissants qui n'ont absolument aucun intérêt à changer le status quo parce qu'ils bénéficient aujourd'hui d'une économie extractiviste qui est basée sur le carbone. Donc, ils vont faire tout ce qui est dans leur possible pour se défendre et défendre leurs intérêts au Parlement. Donc, ils vont toujours trouver des manières autour. Donc, en fait, pour moi, la solution, c'est que l'engagement citoyen, enfin, je vous invite à vous présenter à des élections, à vous engager dans des associations, à faire entendre votre voix, à appeler vos amis à aller voter. Enfin, pour moi, de mon expérience en tant que lobbyiste climat ou peu importe ce qu'on peut appeler, je n'ai jamais vu les élus prendre les devants. Ils répondent à un mandat, ils répondent à des citoyens. Donc, ils répondent à ce qu'on leur renvoie comme message, ils répondent à ce que les citoyens veulent. Donc, si nous, on ne se bouge pas, ils n'ont absolument aucun intérêt d'aller prendre les devants là-dessus, sachant que globalement, l'écologie, c'est vrai qu'il va y avoir des coupes à des endroits, c'est vrai qu'il va y avoir une certaine sobriété, c'est vrai qu'il y a des compromis. Donc, moi, je suis très pour les nouveaux imaginaires, etc. Mais en vrai, on est en lutte. Donc, c'est très important de promouvoir que ça peut être sympa d'aller en train, et toutes ces choses-là, et que la vie sobre, c'est chouette. Mais en vrai, c'est un combat de conflit d'intérêts. Et c'est écrit dans le GIEC, personne le dit, mais il y a écrit dans le GIEC, les intérêts du status quo sont une des principales raisons pour lesquelles les choses ne bougent pas. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'ISDS. Donc en fait, le traité charte énergie peut-être. Donc en gros, peut-être pour finir là-dessus, pour te montrer l'ampleur des intérêts et du fait que pour moi, en fait, il y aura toujours quelque chose sous-jacent qui va aller chercher ces intérêts et qu'il faut légiférer, il faut des entités indépendantes, des observatoires, tout ce qu'on veut, mais pour moi, il faut surtout un soulèvement citoyen. Mais évidemment, tu vois. Mais par exemple, donc le traité charte énergie, c'est un traité de protection des investissements. Donc il a été mis en place dans les années 90 et l'idée de ce traité, c'était de protéger les multinationales qui allaient s'implanter dans des autres pays et leur garantir un peu une stabilité économique dans la zone dans laquelle ils allaient s'implanter. Donc là, l'idée, c'était de dire, moi, je suis une entreprise française, je fais du pétrole, je m'appelle Total, je vais en Colombie, je m'implante chez vous parce que ça vous arrange, je vous crée de l'emploi, mais en échange, garantissez-moi que les conditions économiques dans lesquelles j'arrive chez vous, elles vont pas trop changer dans les 30 prochaines années parce que pour me garantir que je fais l'investissement au bon endroit. Et la Colombie, ils sont ravis. En 90, ils ont trop besoin qu'on fasse du boulot chez eux, donc ils disent OK. Donc là, il y a, je ne sais plus combien, 60 pays qui signent le traité charte énergie dans les années 90. Et sauf qu'en fait, au fur et à mesure, c'est devenu un outil pour contester absolument tout et n'importe quoi de l'État en question, de l'État souverain. Donc c'est-à-dire que si l'État fait passer typiquement une mesure pour protéger une rivière parce que sa population a soif, Total peut dire « Ah, non, la rivière, en fait, j'en ai besoin pour refroidir ma mine de charbon, donc non. » Et si l'État dit « Bah si », Total peut dire « Ah ok, je te colle une plainte, je vais te demander des millions de dollars dans un tribunal d'arbitrage privé et écoute, t'as pas le choix. » Et ça, c'est des traités de protection des investissements qui datent des années 90 dans un contexte où on ne parlait pas du réchauffement climatique comme on en parle aujourd'hui, ou du dérèglement climatique. Et en fait, aujourd'hui, ils sont devenus une toute-puissance des entreprises à contester toutes les décisions d'un État souverain. Mais ça, c'est un pouvoir qu'on n'a jamais donné à n'importe qui. On n'a pas donné ce pouvoir à des tribunaux nationaux, à des tribunaux internationaux. Il n'y a pas un droit humain ou environnemental qui n'est défendu à la hauteur des droits de l'investissement avec le Investor State Dispute Settlement, du coup ISDS, et sur ce secteur particulièrement, le traité de charte énergie qui défend les entreprises fossiles. Et donc, là, à la dernière plénière, le Parlement européen a voté du coup de sortir du traité charte énergie, ce qui est super chouette, sauf qu'il y a une clause de survie de 20 ans. Et donc, en fait, pendant 20 ans encore, on est soumis à ce traité charte énergie. Et typiquement, je parle seulement, mais il y a des puits de pétrole en Gironde. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Et en fait, c'est une entreprise canadienne qui exploite ces puits de pétrole qui s'appelle Vermillon Énergie. Et sauf que Vermillon Énergie, ils ont signé le traité charte énergie. Et la France aussi. Et sauf que même quand la France elle est sortie du traité charte énergie, il y a une clause de survie à ce traité charte énergie. Donc Vermillon, pourquoi est-ce qu'on ne donne pas de réponse aujourd'hui sur les puits de pétrole? Parce que tous les Français sont en train de dire mais vous êtes des malades, vous n'allez pas faire des nouveaux forages en France, alors qu'à la COP, vous êtes en train de dire aux Africains d'arrêter de faire du pétrole, enfin ça va pas. Et non mais c'est vrai. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Vermillon, comme en 2017, ils peuvent brandir le traité charte énergie et dire ah mais attention, tu peux pas m'empêcher de faire mes nouveaux forages parce que sinon,
je te colle une plainte à des millions de dollars. Et ça, c'est pas bon pour toi démocratiquement. Et donc, pour répondre à cette question sur les conflits d'intérêts, j'ai un peu l'impression qu'ils ont toujours un peu une solution, quoi. Donc, il faut être créatif. Voilà. Merci Mathis, on va rester là-dessus.